Merci, bonsoir à tous, merci de votre accueil sympathique. Je vais donc essayer de vous montrer que, alors que les instances officielles du sport disent et répètent à l'envi, y compris d'ailleurs le président Macron récemment, qu'il ne faut pas mélanger sport et politique, en fait, sport et géopolitique sont liés intimement, et ce, dès l'origine. Je vais faire un petit test. Qui connaît Antonio Costa ? Bravo. T'es un peu isolé, mais bravo. Bon. Qui connaît Cristiano Ronaldo? Ah, il y a plus de monde quand même. Hein. Qui connaît Andrew Holness? C'est qui? Gros tricheur. Et qui connaît Usain Bolt? Bon, et voilà. Antonio Costa est le Premier ministre du Portugal depuis 2015. Il a mis fin à la crise économique du pays. Il gère le pays de façon très sage, moderne, ouverte, inclusive. Et Andrew Holness dirige la Jamaïque depuis aussi 2014, si ma mémoire est bonne. Et évidemment, ils sont nettement moins connus qu'un autre Portugais, Cristiano Ronaldo, ou qu'un autre Jamaïcain, Usain Bolt, qui sont des stars mondiales. Tous les enfants dans le monde connaissent ces deux stars, même si ce ne sont pas des fans de sport et des fans de foot. Il y a, à la fin des années 90, Jacques Chirac, président de la République française à l'époque, devait faire une tournée en Amérique latine, Bolivie et 3 ou 4 autres pays. Il a eu l'idée d'emmener avec lui Michel Platini, qui m'a fait l'amitié de préfacer mon dernier livre. Et Michel a accepté. Et en fait, quand il était dans tous les pays d'Amérique latine, les gens disaient « C'est qui le gars à côté de Platini ?» Parce qu'effectivement, le sport, c'est un fait social total. Le sport, c'est ce dont on parle en premier à la fin du week-end, quand on retourne à l'université, quand on retourne au bureau, quand on retourne à l'atelier. C'est ce dont on parle avant le week-end, quand on se demande quels matchs vont être joués, quels vont être les résultats. Et en fait, le sport, ça occupe un espace total, ce qui fait que c'est le symbole même de la globalisation. Et je dirais que sans faire injure au cyclisme, bien sûr, mais que dans la galaxie des sports, le football prend un espace particulier parce qu'il est le sport universel d'un phénomène qui est devenu universel. Et dès le départ, le sport a été lié à la géopolitique. Dès les Jeux olympiques du monde ancien, de l'Athènes, il y avait la trêve olympique, qui était bien plus respectée qu'elle ne l'a été aujourd'hui à Sotchi ou à Pékin en 2008. Et pendant qu'il y avait des Jeux olympiques, eh bien, on pouvait circuler librement d'une cité à l'autre sans crainte d'être enlevé, tué ou de tomber dans un guet-apens. Il y avait déjà à l'époque des transferts, puisque les villes, si elles voyaient un champion, lui proposaient de l'argent pour qu'il prenne la citoyenneté de la ville pour mieux représenter la ville au JO. Et donc c'était un moyen, effectivement, de briller sur la scène, pas mondiale, puisqu'on n'était pas à une époque de mondialisation, mais la scène de l'époque était la scène grecque. On se foutait des barbares, bien sûr, mais entre rivalités de cités grecques. Et pourquoi et cela a continué, puisque le baron de Coubertin, qui a recréé les Jeux olympiques de l'ère moderne, disait lui aussi qu'il ne fallait pas mélanger sport et politique, mais c'était aussi un peu hypocrite de sa part, parce qu'il y avait une volonté de la part de Pierre de Coubertin qu'il avouait, qui était de contribuer à la pacification des relations internationales. Si contribuer par le sport, si contribuer à la pacification des relations internationales n'est pas un objectif géopolitique, je ne vois pas ce qu'est un objectif géopolitique. Il avait aussi un autre objectif moins avouable, parce qu'un peu contraire au premier, qui était de mieux former la jeunesse française, puisqu'on attribuait la défaite dans la guerre de 1870-1871 contre la Prusse au fait que les Prussiens étaient plus exercés à faire de l'équitation, de la gymnastique, de l'escrime, beaucoup plus formés physiquement que n'étaient les jeunes Français de l'époque, et donc par le sport
par une formation sportive, il fallait prendre sa revanche. Et je crois que peut-être certains d'entre vous ont suivi de loin la Coupe du Monde de football. Bon. Eh bien, vous voyez bien que le monde s'est arrêté pendant la Coupe du Monde de football parce que chaque nation voulait rivaliser. Pourquoi? Parce que le sport, c'est ce qu'on appelle le soft power, la puissance douce. Peut-être certains d'entre vous ont entendu, pour ceux qui font des études de relations internationales ou qui en ont fait, ont entendu parler de la distinction introduite par un géopolitologue américain, Joe Nye, qui, au début des années 90, a distingué le hard power et le soft power. Le hard power, c'est le pouvoir de contrainte, c'est la puissance dure, c'est la force armée, c'est la puissance économique avec laquelle on prend des sanctions contre un pays avec lequel on n'est pas d'accord. Donc c'est un rapport de force avec un pays. Ça, c'est la puissance dure qui a toujours existé sur la scène internationale. Le soft power, c'est donc la puissance douce, elle aussi a toujours existé. C'est le pouvoir de persuasion, c'est le pouvoir d'attraction. Et si vous réussissez à convaincre l'autre que vos objectifs sont légitimes et que finalement ils sont dans l'intérêt de l'autre protagoniste de vous suivre, c'est pas la peine de vous envoyer votre armée, c'est pas la peine de prendre des sanctions économiques. Il va vous suivre naturellement, non, par l'influence, par l'attractivité, par le soft power. Le sport est l'essence même du soft power. Moi, en tant que Français, il y a eu deux périodes de... Je ne suis pas spécialiste d'une région, je suis venu très souvent au Maroc, peut-être 25 ou 30 fois, je ne sais plus, mais je ne suis pas spécialiste, parce que je suis très âgé, donc je commence à avoir pas mal voyagé. Je ne suis pas spécialiste d'une région, je vais un peu partout dans le monde. Il y a eu deux périodes de ma vie où, lorsque je débarquais, les gens me félicitaient alors que je n'étais pas pour grand-chose, j'étais pour rien dans un cas et pour peu dans l'autre. C'est après la victoire de l'équipe de France de football dans la Coupe du Monde en 98. Parce que cette équipe dite Black Blamber séduisait le monde entier et dès que vous étiez français, on vous félicitait pour les exploits de l'équipe de France. Et puis l'autre moment, c'était après 2003 quand la France était opposée à la guerre d'Irak, où on estimait que la France avait le panache, le courage, etc. Mais donc vous voyez, je veux dire, quand la Coupe du Monde a été gagnée en 1998, il y a eu 1 million de personnes qui sont descendues dans la rue. Et vous, au Maroc, vous avez vibré aux exploits de votre équipe nationale dans la Coupe du Monde. C'est ça la puissance douce. C'est le fait d'impressionner les autres. Mais la différence entre la puissance du sport et la puissance dure, c'est que dans le sport, la puissance ne suscite pas le rejet ou ne suscite pas la peur. La puissance suscite l'admiration, l'adhésion. Il fut un temps où l'équipe brésilienne de football était à part les plages, était l'un des rares éléments d'attraction du Brésil. C'était effectivement... et lorsque l'équipe brésilienne était à son top, à plus haut niveau, tout le monde admirait l'équipe du Brésil, c'était pas grave si on perdait contre eux, etc. Et donc, en sport, la puissance suscite l'adhésion parce que vous pouvez adhérer à une nation, même si ce n'est pas votre nation. Si vous pensez qu'elle joue très bien, qu'elle fait des exploits, il n'y a pas besoin d'être jamaïcain pour admirer Usain Bolt. Il y a juste besoin d'aimer le sport. Et donc, c'est la grande différence entre la puissance douce du sport et la puissance dure classique en géopolitique, c'est que la puissance douce, elle, suscite l'adhésion, l'admiration et donne du prestige aux pays qui brillent par le sport. Et donc, en fait, il y a deux compétitions dans le sport. Il y a la compétition pour obtenir l'organisation d'une compétition mondiale, et il y a la compétition pour ensuite briller, la gagner, et chacun a des ambitions diverses. Il y a des pays qui sont juste contents d'être qualifiés, d'autres qui se disent s'ils n'atteignent pas à tel stade de la compétition, ça ne se passe pas bien. Et puis, bien sûr, il y a le spasme de la victoire finale et d'inscrire son nom en palmarès. Mais aujourd'hui, si le sport a cet impact mondial, eh bien, cela n'a pas toujours été le cas. Les premiers Jeux olympiques, 1896, Athènes,
il y a 113 athlètes qui y participent. Il y a 10 ou 11 pays qui sont représentés. On est loin de la mondialisation. On est loin de la mondialisation. Aujourd'hui, au comité olympique, il y a 211, parce qu'il y a des pays qui ne sont pas reconnus à l'ONU, qui existent aux Jeux olympiques ou qui existent à la FIFA. La FIFA, comme le CIO, font l'exploit de faire cohabiter la Chine et Taïwan, Israël et la Palestine, ce qui n'est pas possible à l'ONU. Parce qu'ils se disent, bon, ben là, on ne peut pas trop, il faut qu'on y soit quand même, quoi. La première Coupe du Monde, 1930, en Uruguay. Pourquoi l'Uruguay veut organiser la Coupe du Monde? Parce que l'Uruguay veut être un point sur la carte. L'Uruguay est un petit pays, coincé entre deux géants, le Brésil et l'Argentine. C'est le centenaire de son indépendance. L'Uruguay a une très bonne équipe de football qui a gagné la compétition des Jeux olympiques de football en 1924 et 1928. Et il y a un mécène uruguayen qui va dire on va organiser la Coupe du Monde de football parce qu'on a une bonne équipe et le monde entier saura où l'Uruguay est situé sur la carte. Et donc il a payé les billets de bateau des équipes. Il n'y a que 4 équipes européennes, il n'y avait pas l'équipe africaine à l'époque, pas l'équipe asiatique. Il y avait 4 équipes européennes et 9 équipes latino-américaines. Les 4 équipes européennes, 3 d'entre elles, sont parties sur le même bateau. Ils ont mis 15 jours à arriver en Uruguay. Le bateau le plus rapide mettait 15 jours en partant de Gênes en Italie pour arriver en Uruguay. Donc vous voyez que les gens ont pris des congés, se sont arrangés pour venir. Et il y a un pays qui a dit, l'Italie, oh, moi ça ne m'intéresse pas, c'est trop loin, et je suis le meilleur, je n'y vais pas. Il y a un pays, l'Angleterre, qui a dit, mais la FIFA c'est quoi? Le football c'est moi, je n'adhère même pas à la FIFA. En 2022, qui a organisé la Coupe du Monde? Un petit pays, coincé entre deux géants, l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui a dit, lui aussi, je veux exister sur la carte. Et pour exister sur la carte, eh bien, quoi de mieux que d'organiser la Coupe du Monde de football? Parce que tous les regards convergent vers cet espace. Et donc, il y a un parallèle entre la première Coupe du Monde de football et la plus récente. C'était 2 pays qui voulaient exister sur la carte et qui existent grâce au sport. En 1996, le père de l'actuel émir du Qatar se rendait à Londres et à la douane, le douanier dit « Ah, vous êtes du Qatar, c'est où ça le Qatar ?» Mais aujourd'hui, personne ne demande où est le Qatar. Tout le monde situe le Qatar sur la carte. Et donc, en 1930, l'Italie n'a pas voulu venir à la Coupe du Monde. En 2022, elle aurait voulu venir. Mais la compétition, on a décidé autrement. Imaginez que des équipes qui sont qualifiées, qui disent non, c'est trop loin, je n'y vais pas. Aujourd'hui, les équipes qui ne sont pas qualifiées sont désespérées. Moi, je me rappelle très bien l'angoisse qui saisissait tous les Français après qu'on ait perdu contre l'Ukraine. En 2013, pour la qualification pour la Coupe du Monde au Brésil, on a perdu 2-0, le retour s'annonçait difficile et je n'ai jamais vu le Stade de France vibrer autant que lorsqu'on a qualifié et qu'on a gagné 3-0. C'est le fait de ne pas qualifier est une malédiction qui pèse. Et donc le sport a au fur et à mesure conquis cet espace, puisque en 1930, dans le journal Lotto, qui est le journal sportif de l'époque en France, il y a quelques lignes sur la Coupe du Monde. Aujourd'hui, non seulement les journaux sportifs, mais les journaux généralistes ne parlent que de la Coupe du Monde quand la Coupe du Monde a lieu. Et en fait, le football et le sport, le football en particulier, le sport en général, sont les événements qui correspondent le plus à la définition de la mondialisation, avec une grande différence parce qu'on reproche à la mondialisation de venir un petit peu effacer les identités nationales, le sport les recrée. Quand l'équipe du Maroc joue, tout le Maroc, il n'y a plus de différence entre les uns et les autres. La France, De Gaulle disait que la France était un pays, il disait comment voulez-vous gouverner la France, un pays qui a 400 fromages, et donc on a déjà appris qu'on est 68 millions. Et donc il y a 68 millions de sujets, dont autant de sujets de mécontentement. Mais quand l'équipe nationale joue, il n'y a plus de gens qui sont de droite, de gauche. Il n'y a plus de gens qui sont chrétiens, bouddhistes, juifs ou musulmans.
il n'y a plus de gens qui ont des orientations sexuelles différentes, il n'y a plus des chômeurs ou des chefs d'entreprise, il n'y a que des supporters de l'équipe de France. Donc, l'équipe nationale ou la délégation aux Jeux Olympiques recrée du lien dans la nation au moment où l'identité nationale est attaquée par de multiples biais du fait de la globalisation. Il est fort probable que le premier rapport, que la première relation qu'un enfant aura avec un étranger sera une vedette sportive et plus généralement de football. Parce qu'il n'est pas besoin d'être français pour admirer Kylian Mbappé, il n'est pas besoin d'être marocain pour admirer Achraf Hakimi, il n'est pas besoin d'avoir la nationalité, la religion d'un joueur de football pour admirer, et comme on passe en permanence cela à la télévision, eh bien effectivement, le football. Le football a fait un très beau voyage en fait. Pourquoi? Parce qu'on disait que le soleil ne se couchait jamais sur l'empire de Charles Quint, c'était faux. Il y avait des coins où Charles Quint, on disait aussi que le soleil ne se couchait jamais sur l'empire de Victoria, de la reine Victoria. Non, le soleil ne se couche jamais sur l'empire du football. Parce que même dans les pays où il n'y a pas d'économie de marché, même dans les pays où il n'y a pas de démocratie, même dans les pays où il n'y a pas d'électricité, on joue au football. Le football a conquis le monde, mais contrairement aux conquêtes des autres empires, il l'a conquis dans l'enthousiasme des peuples conquis. Les gens réclamaient le football. Et donc cet empire qui s'est créé ne s'est pas construit dans le fer, le feu et le sang, mais il s'est construit dans l'enthousiasme, la joie, le partage et l'admiration mutuelle. Le football aussi a fait un beau voyage parce qu'au départ, c'est un sport élitiste de l'élite blanche britannique, anglaise. Il est devenu le sport universel de toutes les races et de toutes les conditions sociales. Le football, il naît dans les collèges anglais et les gens se disent il faut qu'on unifie un peu les règles. Et au départ, et ça tacle, et ça se bagarre, et il n'y a pas de règles, il y a beaucoup de blessés. Donc les Anglais se disent on va mettre quelques règles pour éviter quand même les règlements de compte en permanence. Comment le football a fait pour conquérir le monde? Eh bien, comme beaucoup de conquêtes, il est parti par bateau. C'est normal, quand vous êtes né dans une île, vous allez à la conquête du monde par bateau. Les premiers clubs professionnels en Europe, c'est Gênes en Italie, c'est Bilbao ou Barcelone en Espagne, c'est Le Havre en France, c'est Hambourg en Allemagne, des villes portuaires ou des villes où il y a des chantiers navals. Et puis ensuite, le football s'est aussi exporté par les collèges, puisque ceux qui allaient faire leurs études en Angleterre revenaient avec un ballon de football en Suisse ou ailleurs. Et puis ensuite, en Amérique latine, ce sont les ingénieurs britanniques qui construisaient les voies ferrées qui ont enseigné le football. Mais au départ, le football reste le sport de l'élite. Il est interdit aux peuples coloniaux. Au football, en Amérique latine, au départ, au début du XXe siècle, si vous voulez porter une réclamation, il faut la faire dans un anglais correct, y compris en Argentine. Et donc, après, tous ces peuples se sont réappropriés les codes du football et l'ont fait. Et puis, bien sûr, ensuite, la radio a permis au football de continuer son développement. La télévision l'a parachevé. Coupe du Monde 1962, au Chili. On filme la rencontre, on l'envoie à l'aéroport, les bobines, et on les amène en Europe pour les montrer 1 ou 2 jours plus tard. Vous attendriez, vous, aujourd'hui, 1 jour ou 2 pour avoir le résultat d'un match? Et puis ensuite, en Angleterre, Mondiovision, et en 70, pour beaucoup, la plus belle des Coupes du Monde, à part celle de 98 et 2018 qui était, je dois dire, très réussie. Mais 70, donc, Coupe du Monde, c'est la première Coupe du Monde en couleur, filmée en couleur, donc la couleur rentre dans tous les foyers. Et en fait, la télévision, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a construit un stade aux capacités d'accueil universelles. Tout le monde peut, au même moment, rentrer dans le stade pour regarder, que vous soyez au Maroc, en France, en Chine, aux États-Unis ou n'importe où, tout le monde peut voir au même moment le même match grâce à la télévision. Et puis, désormais, les réseaux sociaux relaient cela. Et donc, en fait,
les footballeurs, les sportifs sont devenus les porte-drapeaux des nations. D'ailleurs, aux Jeux Olympiques, ils défilent derrière un drapeau pendant la cérémonie d'ouverture. Et lorsque on gagne une médaille, on joue l'hymne national du pays vainqueur. D'ailleurs, au football, on joue les hymnes nationaux avant les matchs. Et effectivement, les footballeurs, les sportifs sont devenus les porte-drapeaux. Il y a eu même quelques événements qui se sont produits. On a même eu, par exemple, l'équipe d'Algérie qui a existé comme équipe de football avant l'indépendance de l'Algérie, puisque une quinzaine de joueurs algériens qui vivaient en France, qui étaient français à l'époque en 1958, ont fui la France pour créer une équipe du FLN qui permettait de montrer le drapeau, etc. Et on voit bien que la Palestine essaye aussi de suivre cet exemple. Lorsque les Palestiniens jouent un match de football, ils peuvent faire jouer leur hymne national qui est interdit sous le régime d'occupation israélienne. Et ils peuvent montrer le drapeau, ce qui est interdit sous le régime d'occupation. Donc cela permet de montrer le drapeau, de jouer les hymnes. Et effectivement, de devoir aller, aux yeux de tous, montrer l'existence d'un État. Le CIO et la FIFA ont toujours suivi les évolutions géopolitiques. Alors, on a beaucoup glosé sur les Jeux de Berlin en disant que le sport était au service des dictatures. Alors oui, c'est vrai que Hitler a voulu utiliser les Jeux Olympiques pour glorifier son régime. Le premier qui a fait ça, en fait, c'est Mussolini pour la Coupe du Monde en 1934 qui avait lieu en Italie, où les joueurs italiens faisaient le salut fasciste avant les matchs, et où il y a eu un match Italie-Espagne, l'Espagne républicaine contre l'Italie fasciste, qui a tourné au règlement de compte, au pugilat, puisqu'à l'époque, on ne remplaçait pas les joueurs blessés, et les Espagnols ont subi une sorte de Guernica avant l'heure, du fait du mauvais traitement que l'arbitre a laissé faire de l'équipe d'Italie. Mais Hitler a été pris à son propre piège, puisque qu'est-ce qui s'est passé en 1936? C'est les 4 médailles d'or de Jesse Owens qui sont venus remettre en cause les théories de supériorité raciale que Hitler faisait. Et plus encore d'ailleurs que ces 4 médailles d'or, c'est l'amitié que Jesse Owens a nouée avec Dieter Lutz, un sauteur en longueur allemand, un grand blond, bien arien lui, et qui a complètement effrayé Hitler de voir un noir et un blanc enlacés, se faisant des signes d'amitié, etc. Et d'ailleurs, Jesse Owens, lorsqu'il est revenu aux États-Unis après ses 4 médailles d'or, n'a pas été reçu à la Maison-Blanche, parce que Roosevelt, pourtant démocrate, était en campagne pour sa réélection et il n'était pas question de recevoir un noir pour ne pas effrayer les électeurs du sud des États-Unis avant les élections. Et quand on dit que le sport est au service des dictatures, rappelez-vous en 1968 à Mexico, Carlos et Smith qui lèvent le poing pour attirer l'attention sur le sort des Noirs aux États-Unis et qui ont plus fait pour faire avancer la cause que bien des tribunes, etc. Ils l'ont fait aux yeux du monde entier. L'attribution des compétitions, elle suit un peu les événements géopolitiques. Et on a beaucoup critiqué l'attribution au Qatar de cette Coupe du Monde. Mais en fait, il y a deux choses. Il y avait des vrais arguments que l'on pouvait opposer au Qatar et il y avait des arguments hypocrites que l'on pouvait opposer au Qatar. Certains disaient, bon, ce qui se passe avec les travailleurs immigrés, c'est pas très bien, il faut obtenir des améliorations, qui ont été obtenues. C'est pas encore la joie, mais c'est mieux que c'était avant. Et d'autres disaient, bah non, il ne faut pas qu'un pays musulman ou qu'un pays arabe organise la Coupe du Monde. Parce que chez certains, il y a encore l'idée que seuls les pays occidentaux peuvent organiser des compétitions sportives mondialisées. Il y a quelque part cette idée que les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, ça ne peut être que dans les pays européens et sud-américains pour la Coupe du Monde, européens et nord-américains pour les Jeux Olympiques. Mais le sport, c'est lui aussi multipolarisé. Il y a une multipolarité géopolitique globale, parce que le monde est devenu multipolaire, mais le sport aussi. On est passé de 10 ou 11 nations
en 1896 à 211 nations pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 et ça sera les mêmes à Paris en 2024. On est passé de 13 pays pour la première Coupe du Monde à 16, puis 32, 48 pour la prochaine, qui malheureusement n'aura pas lieu au Maroc, suite à ce qui n'a jamais été vu dans l'histoire de l'attribution des compétitions, un chantage politique et géopolitique de la part du président américain qui a dit que les pays qui ne voteraient pas pour la candidature États-Unis, Canada, Mexique seraient sanctionnés par les États-Unis. Tous les pays font du lobbying pour obtenir une compétition. Jamais on n'a vu un président qui menaçait les pays de ne pas le faire, de les sanctionner s'ils ne votaient pas pour lui. Et le vote était public, puisque par rapport aux protestations sur d'autres attributions, on a dit, mais là quand même, chacun saura pour qui on va voter. Et il y a de nombreux pays arabes, dont l'Arabie Saoudite, qui ont voté, non pas pour le Maroc, ce qui aurait dû normalement être le vote de solidarité, mais qui ont voté pour les États-Unis, parce qu'à l'époque, c'est plus le cas maintenant, l'Arabie Saoudite avait d'excellentes relations avec les États-Unis. Et donc, voilà, quand le football aussi est devenu universel de par sa mondialisation, et donc il ne peut pas rester le monopole des pays européens et d'Amérique du Sud. Quand il y eut la première Coupe du Monde aux États-Unis en 1994, les gens ont dit « mais les États-Unis ne sont pas un pays de football ». Ben oui, mais c'est parmi les civils qu'on fait les militaires, et donc il fallait chercher la conquête, élargir. Parce qu'en fait, le sport, comme tout empire, veut toujours élargir son empire. Il veut aller là où il n'est pas. Et donc le but de la FIFA, le but du CIO, c'est toujours de faire plus, de toujours développer son impact. En 2002, quand la Coupe du Monde a été attribuée conjointement à la Corée du Sud et au Japon, on a dit « Ah, mais ce ne sont pas des pays de football ». Mais ils le sont devenus. En 2010, l'attribution à l'Afrique du Sud, obtenue parce que Mandela s'était déplacé lui-même et on ne pouvait rien refuser à Mandela, on a dit « Ouh là là, ça va très mal se passer ». Alors oui, ça s'est très mal passé pour l'équipe de France, ça c'est clair, mais pour le reste, la compétition s'est déroulée de façon tout à fait satisfaisante, il n'y a pas eu toutes les violences qu'on annonçait, etc. Et donc, il était temps que le monde arabe ait sa Coupe du Monde, et voilà, la Coupe du Monde s'est bien passée. Mais, discutant avec des amis hier soir, je disais, il y a un point commun entre la Coupe du Monde qui s'est déroulée au Qatar il y a maintenant un peu plus un mois exactement, presque jour pour jour, et la guerre en Ukraine. Il y a deux types de relations qui sont comparables. Dans les deux cas, on assiste à aussi un phénomène géopolitique très fort, c'est The West versus The Rest. Le fait que le Qatar organise la Coupe du Monde a été critiqué dans les pays occidentaux, en Europe, pas en Amérique latine, pas en Afrique, pas en Asie, pas dans le monde arabe. Et donc là, on voit cette nouvelle séparation que l'on voit au niveau géopolitique, The West versus The Rest, l'Occident contre les autres, parce que les mêmes pays qui ont pris des sanctions contre la Russie, alors qu'aucun pays africain, aucun pays latino-américain, aucun pays asiatique, à part la Corée du Sud et le Japon, n'ont pris de sanctions contre la Russie. Il y a cette nouvelle distinction que l'on voit de plus en plus. Et là, qu'est-ce qui va se passer pour le football ? Le reste de la conquête, c'est maintenant la Chine. La Chine qui devrait candidater. Xi Jinping est très malheureux, parce qu'il est un fan de football, que la Chine ne s'est jamais qualifiée pour la Coupe du Monde, sauf en 2002, puisque comme le Japon et la Corée du Sud étaient qualifiés d'office comme pays organisateurs, il y avait une place qui s'était libérée. La Chine en a profité pour venir subir 3 défaites et que depuis, elle ne s'est pas qualifiée. Je ne serais pas étonné que la Chine candidate pour la Coupe du Monde 2030 ou 2034. Et puis, aussi pour le football, la nouvelle sphère de développement, c'est le football féminin, qui se développe de plus en plus et qui connaît des champs de plus en plus d'applications. Mais aujourd'hui, on a des derbys mondialisés. Quand il y a un match Manchester United-Manchester City, il n'est pas seulement regardé à Manchester ou en Angleterre, il est regardé à Singapour, en Indonésie, en Afrique.
Regardez quand vous voyez une photo d'une foule en Afrique. Très souvent, les gens ont des maillots de clubs européens ou d'équipes nationales, souvent brésiliens, etc. On voit bien que le football s'est instillé un peu partout dans le monde et que, eh bien, sa grande force, c'est que justement, on dit souvent que le football, c'est la guerre. Alors oui, il y a un exemple d'une guerre entre le Salvador et le Honduras en 1969 pour un match de qualification pour la Coupe du Monde qui avait lieu au Mexique. Mais en réalité, ce n'est pas le football qui a créé la guerre entre ces deux pays, c'est qu'ils étaient déjà à couteau tiré et que le match a été un prétexte. Mais très souvent, le football permet des rapprochements entre des nations qui ne se connaissent pas. Et puis, au moins dans le sport, c'est régulé. Il y a un arbitre qui peut être mauvais, comme celui de la finale de la Coupe du Monde de cette année. C'est autre chose. Mais si on perd, on a de nouveau sa chance par la suite. Et donc, c'est une compétition qui est encadrée, qui est régulée, et donc qui reste dans les limites. Et les pays qui font du sport ensemble, forcément, c'est qu'elles ont des relations amicales. C'est qu'on ne fait pas du sport avec un pays avec lequel on est en guerre ou avec lequel on n'a pas de relation. C'est donc un vecteur. Et je sais que, par exemple, le général de Villiers, ancien chef d'état-major de l'armée française, qui a commandé une force des Nations Unies en ex-Yougoslavie, disait « Lorsqu'on arrive à faire jouer les uns contre les autres, c'est le début de la reconstruction d'un lien entre des communautés qui ne se connaissaient pas ou qui ne pouvaient plus se supporter. » Et donc c'est un passeport, c'est quelque chose, on est en compétition, mais une fois encore elle est régulée, et donc on sait à peu près où on va, et on peut ensuite passer à autre chose. Et c'est surtout par rapport au racisme que le football a un élément important. Au début, une fois encore, c'est le sport de la domination occidentale de l'élite blanche. Dans les années 20, les joueurs brésiliens noirs n'avaient pas le droit de jouer au football. Ils n'avaient pas le droit d'être dans l'équipe nationale. Il y avait 2 joueurs qui étaient très bons, ils se mettaient de la poudre de riz sur la peau, le visage, ils se défrisaient les cheveux pour jouer au football. Et puis en fait, les Noirs étaient tellement doués qu'on s'est dit, quand même, on ne peut pas se passer d'eux. Et que, voilà, ils ont... quand vous avez quelqu'un qui est très bon, finalement, vous le prenez, même si vous avez des suspicions au départ. Et donc, le football est devenu le sport qui donne un ascenseur social à plein de gens et qui permet effectivement une sorte de fraternité au-delà. Très souvent, vous allez au stade, vous commencez à parler avec votre voisin que vous ne connaissez pas et vous sympathisez. Le football se regarde, et le sport en général, se regarde de moins en moins seul chez soi. On va dans des endroits collectifs pour partager le moment, soit pour regarder un match, soit pour le pratiquer. Et le nombre de parties informelles qui se font, eh bien, effectivement, fait que vous rencontrez des gens. Alors, pourquoi le football est devenu le sport majeur? Pourquoi le football et pas la Formule 1, le cyclisme, l'athlétisme? Le football, il ne faut pas d'équipement. Qui n'a pas joué en mettant 2 t-shirts par terre, en disant voilà, c'est les buts? Pelé, le meilleur joueur de tous les temps, a appris à jouer avec une balle en chiffon. Certains jouent avec une boîte de conserve. Donc en fait, vous pouvez jouer au football partout, sur un parking, au pied d'une tour, sur une plage, dans un champ, partout, alors que la plupart des autres sports demandent des installations. Il faut des poteaux pour le rugby, il faut des paniers pour le basket, il faut un sautoir pour les sauts en athlétisme. La Formule 1, c'est très cher. Le cyclisme, il faut aussi des équipements qui ne sont pas donnés à tout le monde. Et donc le football ne demande pas d'équipement. Par ailleurs, les règles sont simples à comprendre. Il faut mettre plus de buts que l'adversaire. À part la règle du hors-jeu qui suscite quelques controverses, tout le monde peut comprendre. Et puis, il y a toutes les morphologies. Pelé n'était pas un monstre physique. Maradona était petit. Et entre Maradona et Zlatan Ibrahimovic, vous avez des types très différents. Et donc, voilà pourquoi le football au fur et à mesure. Et puis, vous pouvez jouer 11 contre 11, mais si vous êtes 2 contre 3, ça peut marcher aussi. Donc, il permet toutes les facilités, finalement.
Et la Coupe du Monde s'est promenée un peu partout. Elle va revenir là aux États-Unis, Mexique, Canada. Alors c'est quand même curieux puisque Trump a candidaté avec 2 pays avec lesquels il voulait fermer les frontières, en faisant des menaces pour ceux qui ne votaient pas contre lui, et la FIFA a laissé faire. Elle n'aurait jamais dû laisser faire cela. C'est la première fois qu'il y a eu cela. Et puis peut-être, parce que je ne vais quand même pas trop bavarder, il faut que vous ayez le temps de poser des questions, si on doit tirer quelques leçons géopolitiques de la dernière Coupe du Monde. La première, c'est que ça a créé un sentiment d'unité du monde arabe. On ne va pas se mentir, le monde arabe est divisé. Le monde arabe, entre le Maghreb, le Mashrek, et même au sein du Maghreb, c'est quand même pas toujours facile, hein. Les pays du Golfe, etc. À chaque fois que je vois dans les colloques les pays arabes, je dis oui, unité du monde arabe, mais dans la réalité, non. Chacun se jalouse, les gens ne sont pas contents, ils pensent que... Là, comme le Qatar était critiqué comme pays arabe, il y a eu une réunion de la Ligue des Arabes à Alger 1 mois avant la Coupe du Monde. Même l'Arabie Saoudite, pourtant qui quelque temps avant faisait un blocus du Qatar, a soutenu le Qatar en disant « Nous, on réagit comme pays arabe, tout le monde soutient le Qatar ». C'est rare que les pays arabes fassent des décisions communes. Et même les Émirats arabes unis, qui eux aussi ont participé au blocus contre le Qatar, il y a mis fin, mais disons que les relations, il y a un peu de jalousie entre le Qatar et les Émirats arabes unis, Manchester City, PSG, etc. Bon, eh bien, parce qu'en fait, le PSG s'est fait battre plusieurs fois en Coupe d'Europe. Le seul entraîneur qui a été viré parce qu'il a été battu en Coupe d'Europe, c'est Laurent Blanc, parce qu'il a perdu contre Manchester City, pas contre le Real. Contre Barcelone, c'est pas grave. Contre City, c'est beaucoup plus grave. Donc là, unité du monde arabe, et on a vu même l'émir Tamim mettre un drapeau saoudien quand l'Arabie Saoudite a joué. Et donc, il y a eu une sorte de sentiment de solidarité du monde arabe autour du pays organisateur, en disant il est attaqué comme pays arabe. Et puis après, je vais vous faire plaisir, votre équipe nationale a été le représentant de tout le monde arabe et un peu aussi du monde africain, parce que c'était la première fois qu'un pays arabe et africain ou africain arrivait en demi-finale, et qu'au fur et à mesure, finalement, il est redevenu le pays qui représentait l'ensemble du monde arabe. Il y a une sorte... En Europe, c'est un peu différent. En Europe et en Amérique latine aussi. La finale en 2014, Argentine-Allemagne, les Brésiliens soutenaient plutôt l'Allemagne, enfin ils avaient battu donc ils n'étaient pas trop contents, mais quand même, et les Français plutôt l'Argentine, parce que c'est le voisin qui est un peu le rival, etc. Bon, c'est tout sauf les autres, quoi, c'est pas... Bon, mais là, tout le monde arabe est venu soutenir le Maroc, qui au fur et à mesure qu'il grimpait, qu'il passait les tours, et au fur et à mesure que les autres équipes, à la fois africaines et arabes, étaient éliminées, il y avait une sorte de supporterisme de substitution. Mon équipe nationale n'est pas là, ou elle a été éliminée, je vais supporter une autre, parce que c'est quand même plus fun d'être supporter, une compétition, que d'être neutre et un peu indifférent. Et donc l'équipe du Maroc est devenue le réceptacle du soutien de tout le monde arabe et d'une grande partie des Africains aussi, parce qu'elle a réussi l'exploit d'aller jusqu'en demi-finale. Je ne vais pas m'excuser parce qu'on a gagné, mais ce que j'avais dit quand même, et ce qui a été fait, c'est que si le Maroc avait gagné, les Français auraient soutenu le Maroc en finale, et si la France, comme c'est la France qui a gagné, les Marocains ont soutenu la France en finale. Et vous avez vu, il n'y a pas eu d'animosité entre les supporters. Beaucoup sont allés au stade ensemble, beaucoup en France ou ici ont regardé ensemble. C'était plutôt dans la fraternité que dans l'opposition, cette demi-finale. Et ça même plutôt, et ça fait démentir tous les racistes en France qui disaient l'inverse. Et ça, c'est une très bonne chose. Que tous les Zemmour, etc., qui disaient que... Bon, et en fait, regardez le poids de la migration. Quels sont les 3 meilleurs joueurs français de tous les temps? Kopa, Platini, Zidane. Et maintenant Mbappé. Kopa d'origine polonaise, Kopacewski, Platini d'origine italienne, Zidane d'origine kabyle, et Mbappé qui est le fils d'un Camerounais et d'une Kabyle. Donc le sport montre que c'est dans l'unité et la diversité qu'on a la performance. Et ça, c'est quand même un message que l'on peut opposer aux racistes. Et puis, il y a aussi une nation qui a été très présente au Qatar, même si elle n'était pas qualifiée, c'est la Palestine. Parce que le drapeau palestinien était partout. Et que les autorités qataries
n'ont pas fait la chasse au drapeau palestinien pour entrer dans le stade, c'est le moins que l'on puisse dire. Et donc c'est une façon de faire ce soutien et donc de montrer ce soutien avec l'équipe marocaine qui, jusqu'à la demi-finale, et pour la petite finale aussi, a montré cela. Donc une équipe qui n'était pas présente, qualifiée, était en fait très présente. Donc unité du monde arabe et aussi soutien à la Palestine par cette démonstration par le sport. Je vais finir, je cherche un peu une conclusion devant vous, mais donc je pense que le sport réunit. Le sport a bien sûr des aspects économiques, sociétaux, mais géopolitiques, parce que au moment où, une fois encore, l'identité nationale paraît un peu fragilisée, le sport, c'est le ciment de l'identité nationale. Quand un pays devient indépendant, soit suite à un processus de décolonisation, soit suite à un processus d'éclatement d'un empire multinational, l'URSS, la Yougoslavie. Quel est le premier réflexe du pays? C'est d'adhérer à la FIFA, d'adhérer au CIO. Parce que bien sûr, c'est bien d'être reconnu par l'ONU, d'avoir une ambassade à l'ONU, mais c'est mieux d'avoir une équipe nationale qui joue au foot ou une délégation au JO visible par tout le monde. Et tous les citoyens peuvent se l'approprier, alors que tous les citoyens ne se l'approprient pas. Le sport, c'est très démocratique parce que quand il y a un match de football, chacun a un avis. D'ailleurs, en France, il y a 68 millions de sélectionneurs. Chacun a un avis sur non, pourquoi cet abruti a pris celui-là, il fallait prendre celui-là, etc. On peut en parler. Si on veut parler de comment résoudre la dette, comment résoudre le changement climatique, il faut être expert. Au football, que vous soyez chef d'entreprise ou chômeur, que vous soyez milliardaire ou que vous habitez dans une favela, vous avez une opinion sur le football. Ce qui met tout le monde sur un pied d'égalité, ce que ne font pas d'autres discussions. Et donc ça permet à chacun de parler sur un pied d'égalité, et donc c'est très démocratique. Autre aspect démocratique du sport, c'est qu'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de piston. Kadhafi avait acheté un club italien parce que son fils voulait jouer au football, il a joué 12 minutes, c'est tout. Si Marcus Thuram a été sélectionné en équipe de France pour ce mondial, c'est pas parce que Lilian a dit « Allô, Didier Deschamps, tu sais, mon fils, je l'aime bien, tu l'as connu tout petit, tu peux le prendre. » Non, c'est que Marcus a des talents. Donc en fait, si vous n'êtes pas bon, et j'en parle en connaissance de cause, parce que moi je me suis... Pourquoi j'écris sur la géopolitique du sport, c'est que je suis nul en football, et donc je me suis mangé par l'écriture, de ce que je ne pouvais pas faire par le talent sportif. Si vous n'avez pas de talent, bon, je veux dire, le réseau, le fait d'avoir des parents influents, ne vous fait pas courir plus vite, ne vous fait pas jouer mieux au football. Et si vous n'avez pas le talent, vous ne pouvez pas l'inventer. Le talent, il travaille. Le talent, il travaille. Parce qu'il y a quand même de nombreux jeunes qui étaient doués et qui ont dispersé leur talent par l'absence de rigueur, par l'absence de travail. Et donc, dans le sport, on dit que c'est le seul dictionnaire où le T vient avant le S, parce qu'il faut d'abord du travail avant d'avoir du succès. Et donc, si vous ne faites pas cela... Et donc, en fait, dans le sport, on est ce que l'on est EST et pas ce que l'on est NAIT. Vous pouvez avoir des parents très influents. Si vous n'avez pas conjugué talent et travail, ça ne sert à rien. C'est pour cela que c'est un motif des sports, le sport, et que cet empire pacifique va continuer à se développer. Ça suscite des émotions, parfois négatives quand vous perdez au pénalty, parfois positives quand vous gagnez, mais en tous les cas, plein de joie, plein de fraternité, et je crois que c'est pour cela qu'on aime tous ce sport. Je vous remercie.